Le lendemain de la naissance d'Israël, les pays arabes voisins entrent en guerre. Leur objectif est clair, empêcher la création du nouvel État juif et instaurer une Palestine arabe indépendante. Sur le papier, cette coalition paraît écrasante. Mais en réalité, les armées arabes sont mal coordonnées et chaque pays agit avant tout pour ses propres intérêts. La Jordanie, par exemple, cherche surtout à annexer la Cisjordanie et son roi Abdallah va même négocier en secret avec Israël pour éviter une confrontation directe. De l'autre côté, Israël paraît fragile, mais l'État juif est beaucoup mieux organisé. David Ben-Gourion envoie secrètement des émissaires en Europe pour acheter des armes de la Seconde Guerre mondiale, tandis que Golda Meir, elle, part aux États-Unis afin de récolter plus de 30 millions de dollars de donations auprès de la communauté juive américaine. C'est un trésor de guerre et une intelligence stratégique qui vont tout changer. La guerre va durer 9 petits mois, avec 6000 morts côté israélien pour plus de 15 000 côté arabe. Une humiliation glaçante pour la coalition arabe et un triomphe étincelant pour Israël. Et les frontières se redessinent, Israël qui sort victorieux de la guerre en profite pour s'agrandir au-delà du plan de partage prévu et la Palestine disparaît encore un peu plus. Quant à l'Égypte, elle prend le contrôle de la bande de Gaza et la Jordanie a eu à peu près ce qu'elle voulait, à savoir la Cisjordanie. Mais derrière les lignes de front se passe un autre drame. Pendant la guerre, Israël adopte le plan d'Alet. Officiellement, il s'agit d'un plan militaire pour sécuriser les territoires juifs. En réalité, dans le meilleur des cas, les Palestiniens sont expulsés de chez eux, et dans le pire des cas, ça tourne au massacre. Le 9 avril 1948, à Der Yassin, plus de 100 habitants palestiniens sont tués par l'Irgun et le Lehi. La nouvelle fait le tour de la région et la panique s'installe. C'est le début de la Nakba. Près de 700 000 Palestiniens fuient ou sont expulsés en abandonnant leurs maisons et leurs terres pour se réfugier dans les pays voisins. Et comme pour venger la Palestine, dans énormément de pays arabes, des juifs innocents subissent des pogroms. Au Yémen, en Irak, en Égypte ou en Libye pour ne citer que, on y voit des pendaisons de juifs sur place publique avec interdiction de décrocher les corps pendant plusieurs jours ou alors des attentats à la bombe dans des quartiers juifs. Des communautés juives vieilles de plusieurs siècles qui étaient à ce moment-là bien intégrées dans ces pays arabes sont condamnées à l'exil. Ce qui a pour conséquence de doubler la population juive en Israël en seulement 5 ans, tandis que la population arabe est divisée par 2. Mais même si la guerre est finie, ce n'est pas la paix pour autant. Les Palestiniens chassés de leurs terres veulent retrouver leur maison, et certains d'entre eux n'hésitent pas à utiliser la violence en organisant des raids ciblés contre les Juifs, et Israël accuse l'Égypte de cacher ses résistants palestiniens. En 1956, c'est la crise de Suez. Israël lance une offensive éclair dans le Sinaï en coordination secrète avec la France et le Royaume-Uni. Cette opération marque le début d'une grande histoire d'amitié avec la France qui aidera même Israël à se développer militairement et de poser les bases de son programme nucléaire afin de développer l'arme atomique. Pendant ce temps, les Palestiniens s'organisent. En 1964, voit le jour l'OLP. À sa tête, le Fatah, dirigé par un certain Yasser Arafat. Il s'engage dans une lutte armée avec des attaques et des attentats à la bombe contre Israël. Ce qui n'empêche pas l'État juif de prospérer avec son agriculture florissante, une économie en plein essor et près d'1 million de nouveaux juifs qui immigrent de nouveau vers le pays. Mais les sabotages réguliers du Fatah et les tensions frontalières avec la Syrie alimentent un climat explosif dans la région. Tout bascule le 22 mai 1967. Le président égyptien Nasser décide de bloquer le détroit de Tiran, un chemin vital et stratégique à Israël pour se ravitailler en ressources et en pétrole. Pour l'État juif, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est une déclaration de guerre. Alors le 5 juin à 7h45, Israël fait une attaque préventive. Les avions de guerre israéliens décollent vers l'Égypte pour frapper par surprise. En seulement 2 heures, l'aviation égyptienne presque entière est réduite en miettes. Et Israël prend le contrôle du Sinaï. À l'est, la Jordanie entre en guerre pour aider l'Égypte. Israël envoie des parachutistes et reprend Jérusalem. Au nord, même topo, la Syrie est bombardée par l'artillerie israélienne. En seulement 6 jours, Israël inflige une nouvelle défaite humiliante. C'est un coup de tonnerre dans le monde arabe qui croyait fermement que ce conflit allait sonner la fin d'Israël. Et pour cause, les Arabes avaient 2 fois plus de soldats et 3 fois plus d'équipements. La guerre aura fait seulement 800 morts côté israélien pour plus de 20 000 côté arabe. L'État hébreu, encore victorieux, en profite pour s'agrandir à nouveau. Elle s'empare de la bande de Gaza et du Sinaï à l'Égypte, ainsi que la Cisjordanie à la Jordanie et du plateau de Golan qui appartenait à la Syrie.
Malgré la résolution 242 de l'ONU qui appelle Israël à se retirer des territoires occupés, les premiers colons s'installent déjà, y construisent leurs maisons et c'est un nouveau départ massif de plus de 250 000 Palestiniens vers les pays voisins, obligés de quitter leurs maisons. Yasser Arafat, quant à lui, se réfugie également en Jordanie et au Liban, mais continue les attentats. Le plus marquant se déroule en 1972 pendant les Jeux Olympiques de Munich, quand un commando palestinien s'infiltre dans le village olympique pour prendre en otage la délégation israélienne. Leur revendication est de libérer plus de 250 Palestiniens enfermés dans des prisons israéliennes à tort selon eux. Israël refuse de négocier, la situation dégénère et 11 athlètes israéliens sont froidement assassinés. L'année suivante, en 1973, c'est au tour de l'Égypte et de la Syrie de frapper par surprise. Une attaque coordonnée des deux pays arabes déclenche la guerre du Kippour. Au début du conflit, Israël est surpris et les Arabes prennent le dessus. L'objectif pour l'Égypte est de récupérer le Sinaï et pour la Syrie, c'est de récupérer le plateau du Golan. Et ils étaient bien partis pour remporter la guerre, mais au bout de quelques semaines, les États-Unis interviennent et aident Israël à reprendre le dessus. En représailles, les pays arabes producteurs de pétrole décrètent un embargo sur les pays alliés d'Israël en Europe. Le prix du baril explose, l'économie mondiale vacille et un cessez-le-feu est rapidement signé. Le bilan reste lourd, environ 3000 morts côté israélien et plus de 20 000 côté arabe. La victoire militaire est israélienne, mais la victoire psychologique est pour l'Égypte et la Syrie qui ont montré qu'Israël pouvait être vulnérable. Et ça instaure un réel climat de peur dans l'État juif pour la première fois, ce qui pousse Israël à discuter avec ses voisins. Finalement, l'État hébreu rend le Sinaï entier à l'Égypte en échange d'une paix officielle et d'une promesse de non-attaque. Une paix froide mais historique. Malgré tout, la Cisjordanie et Gaza restent sous occupation israélienne. Et en 1987, la jeunesse palestinienne explose. C'est un banal accident de la route à Gaza, perçu comme volontaire, qui déclenche la première intifada. Ce sont des scènes inédites, la jeunesse palestinienne sort dans la rue avec des lance-pierres et des casseroles d'eau bouillante pour combattre les fusils d'assaut automatiques et les véhicules blindés israéliens. Isaac Rabin, alors ministre de la Défense, donne l'ordre de briser les os des manifestants et de réprimer violemment. Résultat, 6 ans d'affrontements, plus de 1000 morts palestiniens et environ 160 morts israéliens. Au cœur de ce chaos, les frères musulmans en profitent pour fonder une nouvelle organisation, le Hamas. Une branche radicale prônant le djihad et la destruction d'Israël. Paradoxalement, au même moment, Yasser Arafat adoucit sa politique. Il met fin aux attentats, accepte de négocier et reconnaît même le droit d'Israël à exister. Ces gestes sages ouvrent la voie aux accords d'Oslo signés en 1994. Un souffle frais et enfin une lueur d'espoir dans la région depuis bien longtemps. Malheureusement, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que la lumière s'obscurcisse. C'était la deuxième partie de l'histoire complète de Palestine-Israël. Dans la troisième et dernière partie, on verra comment certains extrémistes des deux côtés tout fait pour tuer cette paix fragile. Des années 1995 à 2025, ce sera très intéressant, donc je t'invite à t'abonner. Par la même occasion, n'oublie pas de liker, c'est très important, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup. Et surtout, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, on débute les longs formats sur YouTube. Merci pour votre temps et à très bientôt, ciao ciao.